Je salue Stéphane Diagana, j'espère qu'il nous entend. Bonjour, je vous entends très bien, merci. Parfait, Bonjour, merci. mesdames et messieurs les sénateurs et sénatrices. Vous êtes l'un et l'autre coprésident du Comité national pour renforcer l'éthique et la vie démocratique dans le sport. Et je tiens à les remercier l'un et l'autre de leur disponibilité. Madame la ministre, Monsieur le Président, nous sommes heureux d'avoir l'opportunité d'échanger avec vous ce matin sur les travaux du comité et plus particulièrement, bien entendu, sur les conclusions du rapport que vous avez publié en décembre dernier, rapport intitulé « Pour un sport plus démocratique, plus éthique et plus protecteur ». Je rappelle à mes collègues que le comité mis en place par la ministre des Sports en mars 2023, il y a un peu moins d'une année, était composé de 12 personnalités représentant diverses composantes du sport français. Il a conduit ses travaux dans un contexte législatif que chacun ici connaît, les lois du 1er mars 2017 et celles du 2 mars 2022, toutes deux d'initiative parlementaire du reste, qui ont permis des avancées significatives en matière de gouvernance et d'éthique du sport. Je ne peux m'empêcher d'ajouter à ces textes la proposition de loi visant à renforcer la protection des mineurs et l'honorabilité dans le sport, dont le rapporteur était notre collègue Jean-Jacques Lozach, texte qui devrait être prochainement débattu à l'Assemblée nationale. Madame la ministre, Monsieur le Président, votre rapport propose de prolonger et d'approfondir les initiatives parlementaires passées. Une loi d'héritage des Jeux Olympiques pourrait ainsi être le support de nouvelles avancées que nous devons dès à présent préparer et identifier. Récemment, la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les défaillances de fonctionnement au sein des fédérations sportives a connu un fort retentissement. Elle a mis l'accent sur le traitement et la prévention des violences sexistes et sexuelles. Son travail a abouti à des propositions dont certaines convergent avec les vôtres. Pas toutes, vous y reviendrez, notamment l'idée de mettre en place une autorité administrative indépendante afin de disposer d'un contrôle externe ne dépendant ni de l'État ni du mouvement sportif. Vous nous expliquerez sans doute dans le cours de nos échanges justement vos points d'accord et de désaccord avec les conclusions de cette commission d'enquête. Ainsi, et c'est un aspect bien sûr qui nous intéresse, que l'accueil que vous avez reçu de la part de la ministre en charge des sports, que l'on s'est engagé sur les questions d'éthique et de gouvernance, mais qui s'est déclaré défavorable à certaines de vos propositions. Chacun est conscient de l'importance et de la gravité du sujet. L'actualité, malheureusement, ne cesse d'illustrer le phénomène de la violence dans le sport, dénonciation de violences sexistes et sexuelles, actes à caractère raciste ou homophobe, violences dans ou en dehors des stades. Ces dérives sont réelles, même si elles ne doivent pas être considérées comme généralisées. Le ressort de cette violence dépasse d'ailleurs le seul champ sportif. Je vais donc vous laisser la parole, Madame la Ministre et Monsieur le Président, pour une intervention liminaire d'une vingtaine de minutes, sachant bien sûr qu'après cela, nous échangerons et notre rapporteur budgétaire, Jean-Jacques Lozach, commencera à vous poser une première série de questions. Et enfin, je rappelle à chacun que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo retransmise en direct sur le site internet du Sénat et consultable ensuite en vidéo à la demande. Madame la Ministre, je vous donne la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs. D'abord, je voudrais préciser que le comité a travaillé en toute indépendance et que nous avons mené nos travaux en auditionnant des acteurs et des actrices du mouvement sportif, mais aussi des institutions de notre République nous permettant d'avoir une vision extérieure sur le mouvement sportif et son fonctionnement. Je veux d'abord revenir, avant d'en venir aux propositions, je veux revenir sur le constat. Il me semble important, et c'est peut-être une première source d'approche différente par rapport à la commission d'enquête parlementaire, je veux d'abord souligner le rôle du mouvement sportif. Avec plus de 3 millions de personnes qui œuvrent bénévolement dans 119 fédérations et 152 000 clubs, le mouvement sportif reste un grand mouvement d'éducation populaire qu'il faut préserver, valoriser et renforcer. Je rappelle que c'est l'engagement des bénévoles dans nos territoires qui assure, en rapport avec l'État, le droit à la pratique sportive pour les citoyennes et les citoyens de notre pays. Pour autant,
ne tournons pas autour du pot, le mouvement sportif est fragilisé. Il est fragilisé, vous le savez, par une modification de l'engagement bénévole, qui n'est plus sur la durée, sur la persistance, sur la permanence. Fragilisé par une financiarisation du sport professionnel, sans toujours les règles de transparence financière allant de pair, et avec une évolution pour certaines fédérations vers un secteur économique à part entière. Fragilisé par son instrumentalisation politique et géopolitique, on le voit lors de l'attribution des grands événements sportifs, fragilisé aussi par le recul de la présence de l'État, avec la disparition, par exemple, des directions départementales et régionales propres au ministère, avec des moyens de contrôle très insuffisants de la part du ministère des Sports. Le mouvement sportif est aussi traversé par des dérives. D'abord des dérives qui traversent l'ensemble de la société. Il n'y a pas de raison que le mouvement sportif soit en soi imperméable au racisme, au sexisme ou à l'homophobie. Mais au-delà de ces dérives qui traversent toute notre société, le sport, par son rapport au corps, par son rapport à la jeunesse, à la performance, est aussi porteur de risques intrinsèques et spécifiques en matière d'emprise sur les athlètes et en matière de maltraitance. Et c'est contre cette emprise et cette maltraitance qu'il faut lutter sans aucun compromis. Si la vie des clubs est le plus souvent, et vous le savez en tant qu'élu, si la vie des clubs est le plus souvent synonyme d'épanouissement, de sécurité pour les pratiquantes et pratiquants, nous ne pouvons ignorer les dérives et les violences qui existent. Or, aujourd'hui, chacun est à même de le constater, le mouvement sportif est mal outillé pour répondre à ce défi éthique. Le vecteur associatif qui est son ADN et sa force quelque part est aussi sa fragilité en termes de compétences, de moyens et de disponibilité. Parce que le sport, comme la culture, est nécessaire à la construction, au bien-être des individus, nous avons voulu, à travers ce comité, proposer au mouvement sportif les outils nécessaires pour répondre à ces enjeux démocratiques et éthiques. Le comité, vous l'avez vu, a présenté 37 propositions. La première de ces propositions, l'idée d'une grande consultation, découle d'un constat que j'estime pour ma part clé. Le sport reste très largement absent du débat public. Alors quand je dis ça, ça étonne puisque nous n'arrêtons pas de parler des grands événements sportifs. Nous allons parler semaine après semaine des Jeux olympiques et paralympiques. Oui, nous parlons des événements sportifs, nous parlons des résultats sportifs. Mais il n'y a pas de grand débat public, voire de grands débats parlementaires, sur quelle politique publique de notre République en matière de sport pour les années à venir. Pas de débat citoyen et pas de débat à l'intérieur du mouvement sportif. Vous pouvez consulter les présidents et présidentes de clubs, ils vous diront tous que la fédération, c'est pas pour eux, le débat fédéral, c'est pas pour eux, ils ont suffisamment à régler avec leur club, ils ne veulent pas se mêler des échelons supérieurs. Vous avez évoqué, Monsieur le Président, les lois de 2017 et de 2022, lois en effet d'initiative parlementaire, parce qu'à part les lois olympiques et des lois d'adaptation sur la lutte antidopage, il n'y a pas eu de grande loi gouvernementale depuis les lois à l'amour de 2003. Seule l'initiative parlementaire a permis d'apporter des avancées sur le fonctionnement du mouvement sportif. Mais ces lois n'ont pas été accompagnées par une volonté politique nationale d'accompagnement du mouvement sportif pour la mise en œuvre de ces lois. Et vous allez voir, à partir de différents points, que ces lois ne sont pas effectives au sein de la plupart des fédérations. Elles ne s'appliquent pas de bonne manière au sein de la plupart des fédérations, faute d'accompagnement du mouvement sportif. C'est pour ça que la première proposition que nous faisons, c'est qu'il y ait une grande consultation du mouvement sportif à partir de ces propositions et de celles de la commission d'enquête parlementaire, débouchant sur une loi cadre.
Madame la ministre, lorsque nous lui avons rendu ce rapport début décembre, s'est engagée à organiser cette grande consultation à partir du mois de février et s'est engagée à déposer une loi cadre, loi d'héritage des Jeux olympiques et paralympiques, au mois de novembre-décembre 2024. J'espère que ces engagements, vu la situation actuelle, pourront être tenus. Et j'espère qu'en tant que parlementaire, vous nous aiderez à faire en sorte que ces engagements soient tenus. J'en viens d'abord à la vie démocratique. Je suis convaincu, et le comité est convaincu après travaux, que renforcer la vie démocratique des fédérations, des ligues et des clubs est la première des priorités. Sans un sursaut démocratique dans le mouvement sportif, le combat politique, le combat pour l'éthique sera difficile, voire dans certaines fédérations inexistant. Au niveau national, les fédérations qui sollicitent l'agrément doivent adopter des statuts comportant des dispositions qui garantissent le caractère démocratique de leur élection et de leur fonctionnement. Mais vous savez qu'il n'y a plus de statut type, il y a des dispositions obligatoires qui sont suffisamment larges pour que l'interprétation des fédérations soit souple et adaptée, voilà, selon le fonctionnement de telle ou telle fédération. La participation des membres des fédérations à la vie démocratique est quasiment nulle dans la plupart des fédérations. Je parle là de la participation des clubs à la vie démocratique. Alors bien sûr, la loi de 2022 a prévu que 50% des clubs devaient participer aux assemblées générales électives, mais ces assemblées générales électives, elles n'ont lieu que tous les 4 ans. Et il n'y a aucune obligation dans la loi de participation des clubs aux autres assemblées ordinaires, ni aux assemblées générales extraordinaires, qui pourtant traitent des principaux sujets concernant l'orientation de la fédération. Aussi, nous proposons que l'ensemble des clubs soient associés à toutes les assemblées, avec les moyens modernes de transmission qui le permettent. Et nous proposons également la possibilité de consultation à l'initiative des clubs, que le règlement prévoit qu'un certain nombre de clubs puissent réclamer une consultation générale des clubs sur tel ou tel objet de la vie fédérale. Par ailleurs, le comité souhaite la participation des différents courants de pensée à l'administration de la fédération. Aujourd'hui, dans beaucoup de fédérations, il y a le président et les hommes du président, qui sont au bureau exécutif. Parfois, il y a quelques femmes, j'y reviendrai. Nous pensons qu'il faut instaurer au sein des fédérations le même système que nous avons pour gérer les communes de notre pays, c'est-à-dire un système par liste à la proportionnelle, permettant une représentation des différents courants de pensée jusqu'au bureau exécutif des fédérations. Nous pensons également qu'il faut exiger une transparence des décisions des bureaux exécutifs, ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui. Dans le même état d'esprit, nous proposons de favoriser le renouvellement des instances en renforçant la parité et en rendant le bénévolat plus attractif. La parité et l'attractivité du bénévolat. Je rappelle, parce qu'on ne l'a peut-être pas toujours en mémoire, en France, même s'il y a un processus de professionnalisation du mouvement sportif, sur les plus de 360 000 associations sportives en activité, 90% n'ont aucun salarié. 90% reposent uniquement sur l'engagement bénévole. Il faut avoir ça en tête. L'attractivité de l'engagement des bénévoles, leur montée en compétences doivent donc être les préoccupations majeures de l'action ministérielle dans la période à venir. Nous proposons à cet égard d'aller vers une indemnisation des dirigeants et dirigeantes bénévoles de façon transparente, le CNOSF pouvant établir une grille des indemnisations, comme c'est le cas pour les élus qui ont des responsabilités de maire adjoint, etc., permettant à des dirigeantes et dirigeantes de s'engager de façon, tout en ayant une activité professionnelle, de pouvoir prendre des responsabilités dans le mouvement sportif. Nous pensons également que la
parité peut être un atout au niveau du renouvellement des directions fédérales à tous les niveaux. Je rappelle qu'en France, aujourd'hui, nous n'avons encore que 39% de femmes parmi les licenciés de nos fédérations. C'est un autre débat, mais il faudrait le mener sur les obstacles qui se lèvent encore sur la pratique de l'activité sportive des filles et des femmes. Je pourrais en parler pendant très longtemps, mais ce n'est pas l'objet. Mais cela, bien sûr, se retrouve au niveau de nos instances de direction, puisque seulement 16% des postes de président à tous les niveaux, du club à la fédération, 16% seulement sont occupés par des femmes. Alors ça monte quand on cherche un trésorier. Là, on monte à 26,9%, on trouve des trésorières. Ça monte encore quand on cherche des secrétaires générales, parce que, bon, là, on monte à 36%, mais pour les présidents, on est à 16% et on ne bouge pas. Donc, il y a eu les lois de 2014, puis ensuite la loi de 2022 qui a avancé sur les notions de parité, notamment la loi de 2022 qui organise dans les bureaux des comités nationaux la parité à partir de 2024, les prochaines élections, et puis la parité au lead régional à compter de 2028. Nous pensons qu'il faut élargir cette notion de parité à l'ensemble des instances, y compris les commissions régaliennes dans les fédérations. Je rappelle qu'aujourd'hui, le CNOSF n'est pas concerné par la loi de 2022 et qu'il y a seulement 32% de femmes au comité directeur du CNOSF, contrairement d'ailleurs au CPSF, le comité paralympique, où là nous avons une parité qui est installée à la direction. Nous pensons également que pour favoriser le renouvellement, il faut limiter les mandats strictement à 3 mandats consécutifs et faire en sorte que les dirigeants de ligues régionales et les dirigeants de comités départementaux ne soient pas systématiquement membres des directions nationales, puisque nous avons un contresens, puisque les directions régionales et les directions départementales sont en charge d'appliquer la ligne fédérale. Donc c'est un peu étonnant qu'ils soient en même temps représentants des clubs au niveau de la direction nationale. Ensuite, il faut organiser la formation de nos dirigeants et dirigeantes bénévoles. Il y avait un institut qui existait au CNOSF jusqu'à 2016 qui a été supprimé. On n'en sait pas trop les raisons. Nous pensons qu'il faut reconstituer un comité en capacité de présenter des modules de formation, à la fois bien sûr pour nos encadrants bénévoles, mais également, Stéphane Diedana en parlera, pour nos entraîneurs qui ont besoin en effet d'une formation renouvelée. Il faut, je l'ai dit, travailler également au renforcement de la transparence financière. Nous proposons que le CNOSF propose l'adoption d'un règlement financier à toutes les fédérations et que ce règlement financier soit une des conditions de l'agrément par le ministère, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Vous pouvez avoir une fédération qui est agréée sans qu'il n'y ait de transparence financière dans son fonctionnement. En ce qui concerne l'éthique, nous pensons qu'il faut un changement profond de notre fonctionnement. Les comités d'éthique mis en place par les lois précédentes fonctionnent dans quelques fédérations, mais dans très peu de fédérations. On a même des fédérations où seul le président de la fédération a le droit de saisir le comité d'éthique, ce qui bien sûr limite considérablement les pouvoirs d'action de ces comités d'éthique. Donc nous pensons donc qu'il faut renforcer le pouvoir des comités d'éthique fédéraux, travailler sur leur composition, sur leur transparence et surtout leur donner le droit d'autosaisine dans toutes les fédérations. Nous pensons que ce n'est pas suffisant et qu'il faut que le Comité national olympique et sportif français joue un rôle dans ce combat pour l'éthique. C'est pourquoi nous faisons la proposition que soit mis en place un comité d'éthique suprafédéral au sein du CNOSF avec une composition à majorité d'intervenants extérieurs du mouvement sportif, y compris une représentation parlementaire à l'intérieur de ce comité d'éthique suprafédéral, pouvant intervenir dans les fédérations, là où les comités d'éthique fédéraux sont défaillants ou hésitent à se saisir
mais ou n'ont pas la volonté réelle de se saisir des problèmes qu'ils sont posés. Nous pensons également que le principe de l'incompatibilité d'une condamnation pénale pour les faits graves, même non définitive, avec l'exercice des fonctions d'administration d'une fédération agréée, soit posé dans les stipulations statutaires obligatoires. Tout cela peut fonctionner, ce comité d'éthique suprafédéral, des comités d'éthique renforcés dans les fédérations, si le ministère des Sports dispose des moyens d'accompagnement, de suivi et de contrôle des fédérations. Or, aujourd'hui, je le répète, c'est un peu un appel au secours, ce ministère des Sports manque cruellement de moyens humains et financiers pour mener ce travail d'accompagnement et de contrôle. Un mot sur les cadres techniques et les directeurs techniques nationaux. Nous avons besoin de revoir leur formation, d'inclure dans leur formation la préservation de l'intégrité physique et psychique des pratiquants et pratiquantes, et nous avons besoin d'interdire, puisque nous avons constaté que dans 16 fédérations, des directeurs techniques nationaux, c'est-à-dire des fonctionnaires de l'État, étaient en même temps directeurs généraux des fédérations, ce qui est quand même un problème en soi, que soit interdit cette double fonction pour les DTN. Je passe la parole maintenant à Stéphane Diagana sur la protection des pratiquantes et pratiquants. Merci Marie-Georges. Mesdames et messieurs les sénateurs, sur cette question aussi de la protection des pratiquants et des pratiquantes, comme il a été évoqué sur les autres sujets, il est assez clair qu'il y a un retard en la matière de prise en compte de ces enjeux sociétaux au sein du mouvement sportif, que ce soit les fédérations bien sûr, le CNOSF, et le chemin à parcourir reste long. Voilà, tant certaines pratiques sont malheureusement parfois solidement ancrées dans le mouvement sportif, pour les raisons qui ont déjà été évoquées, un mouvement sportif essentiellement bénévole, parfois peu sensibilisé par ces questions, et puis un mouvement sportif qui avance seulement, malheureusement, au gré des scandales. Je dis malheureusement parce que comme ça, il y a comme ça qu'il avance, mais heureusement que ces scandales sont là pour le faire avancer, aussi parce que on a beaucoup d'acteurs bénévoles qui ne sont pas issus de milieux où ces problématiques ont été davantage prises en compte, et je parle des problématiques générales de responsabilité sociétale. Le mouvement sportif est en retard sur ces sujets très clairement. Donc, nous devons travailler à éradiquer les fléaux qui jalonnent encore les vestiaires, les terrains, les stades et leurs abords, que ce soit les insultes, les harcèlements, toutes les formes de harcèlement, les cultures et méthodes d'entraînement nocives. Et là aussi, les maltraitances physiques ou psychologiques, les violences sexuelles en font partie, mais là aussi, c'est une question de rapport à la performance, parce que bien souvent, pas toujours, mais bien souvent, ces maltraitances se font dans le cadre de projets de performance. Et donc, quel projet de performance, comment le mouvement sportif doit produire, avec beaucoup de guillemets autour de ce mot, produire la performance sportive. Je pense que c'est une question qui ne s'est pas posée, et je pense qu'il doit être accompagné et encadré aussi sur ces pratiques de performance qui conduisent souvent à ces maltraitances constatées. Alors, au cours de nos éditions, nous avons reçu des athlètes qui ont pris la parole, toujours avec pudeur et dignité, parfois aussi avec de la colère contre les instances qui sont restées muettes ou inactives en dépit des alertes, laissant des bénévoles ou des sportifs et sportives démunis. Or, les sportifs sont d'abord et avant tout des individus, il est important de le rappeler, et pas seulement des projets de performance. Le sujet de leur bien-être physique et moral ne doit donc pas être abordé de manière secondaire, mais en parallèle du projet d'épanouissement et de performance qu'ils peuvent poursuivre. Le modèle doit donc évoluer en profondeur. À la culture de la performance doit s'ajouter celle de la prévention et de la préservation de la santé physique et morale des pratiquantes et des pratiquants. À cet égard, le comité propose donc que l'obligation pour les fédérations de veiller à la santé de leurs pratiquantes et pratiquants soit étendue aux aspects psychologiques, au-delà des seuls aspects physiques. Il propose, ça c'est la proposition 27, qu'il le précise, il propose également que la formation des encadrants, animateurs, entraîneurs,
fasse l'objet d'une refonte globale pour intégrer à tous les niveaux la prise en compte de ces dimensions, bien-être physique et moral des pratiquants et pratiquantes. Cela doit comprendre aussi un cadre de contrôle et de sanctions renforcées et effectives sur ce sujet. C'est le sens de la proposition 36. Concernant spécifiquement le sujet des violences sexistes et sexuelles, il faut d'abord souligner tout ce qui a été fait ces dernières années. Les pouvoirs publics, le ministre des Sports en particulier, ne sont pas restés inactifs. La mise en place de la cellule Signal Sport et de la fonction de délégué ministériel à la lutte contre les violences dans le sport en 2020 apparaissent comme des avancées majeures dans l'engagement dans une lutte résolue contre les violences sexuelles et sexistes dans le sport. Cette cellule a constitué un premier pas déterminant pour libérer la parole, recenser les cas et veiller à ce que soient traitées les situations signalées. Les moyens humains supplémentaires annoncés sont également à saluer pour élargir son action. Cependant, force est de constater que les compétences de la cellule Signasport sont limitées en ce qu'elle ne peut elle-même prendre des mesures d'interdiction d'exercer ou de suspension de licence. La compétence administrative et disciplinaire d'une fédération est quant à elle limitée à son seul sport et le traitement de ces dossiers apparaît très hétérogène d'une fédération à l'autre. Face à cette situation, nous avons l'impérieuse nécessité de mettre en place les outils qui permettront d'agir plus efficacement aux côtés des victimes dans les clubs et les structures d'accès au sport de haut niveau dans toutes les disciplines. C'est impératif. Effectivement, aujourd'hui, vous pouvez être sanctionné dans une discipline, mais réexercer dans une autre. Et ça, c'est quelque chose qui doit être pris en compte. C'est pourquoi le comité a acquis la conviction qu'il importe aujourd'hui de prolonger et renforcer encore davantage l'action de l'État sur ce sujet, en confiant à une autorité administrative indépendante la mission de gérer la prévention et le traitement des violences sexistes et sexuelles dans le milieu sportif. C'est le sens de notre proposition 29, qui rejoint en effet les propositions de la commission d'enquête parlementaire sur les mêmes sujets, à la différence que nous, on la recommande, cette autorité administrative, non pas pour l'ensemble des problèmes d'éthique, mais bien spécifiquement pour la question des violences sexistes et sexuelles. Il ne s'agit en aucun cas de remettre en cause l'action de Signal Sport et du ministère des Sports dans ce domaine, mais de lui conférer de nouveaux moyens pour prolonger et amplifier son action. La création d'une structure externe et spécialisée est selon nous une réponse attendue et nécessaire afin d'apporter des réponses expertes, indépendantes et efficaces à l'ensemble des pratiquantes et pratiquants sur le sujet des violences sexistes et sexuelles. La création d'une structure administrative externe et dédiée sur le modèle du CPLD, ancêtre de l'AFLD, en matière de lutte antidopage, est très largement soutenue par les acteurs et actrices auditionnés dans le cadre des travaux du comité. En fait, notre conviction part du fait que ces problématiques sont assez similaires. Il y a des enjeux tellement importants qu'il nous paraît essentiel de l'externaliser. J'ai eu l'occasion de m'exprimer sur ce sujet. Il peut y avoir une tentation par tous les acteurs au sein de la fédération sportive, ou en tout cas une pression à préserver la vitrine plutôt que la victime. Cette action pourra être prolongée au niveau territorial en réactivant les réseaux des antennes médicales de prévention du dopage qui existent, mais qui sont en état de mort clinique, on va dire, et en élargissant le champ d'intervention à l'accompagnement psychologique des sportives et des sportifs. Par ailleurs, concernant le renforcement de la lutte contre toutes les formes de discrimination, le rapport émet plusieurs propositions. Nous souhaitons notamment que chaque fédération établisse un plan national d'éducation et de lutte contre les discriminations liées à l'homophobie, au genre, au racisme et à l'antisémitisme, et à toutes celles relatives aux situations de handicap, et qu'elle dresse un bilan annuel des discriminations constatées et des actions mises en œuvre. Que toutes les atteintes constatées à tous les niveaux fassent l'objet systématiquement d'une procédure disciplinaire et que des sanctions éducatives complémentaires soient édictées plus fréquemment. C'est le sens des propositions 31 et 32. Enfin, je souhaite terminer en insistant sur un dernier point clé pour gagner cette grande bataille de l'éthique, la formation. On l'a déjà évoqué, mais ça nous paraît vraiment un point essentiel. Le besoin de formation sur l'ensemble des sujets qui nous concernent est largement ressenti. Exécutif fédéral, entraîneurs, encadrants, bénévoles, sportifs. On a souvent senti des acteurs volontaires mais démunis, qui ne savaient pas comment prendre en charge, comment se structurer correctement pour bien prendre en charge ces problématiques. Nous devons là aussi faire beaucoup mieux. C'est pourquoi le comité souhaite la création d'un nouvel institut de formation continue du mouvement sportif, porté par le CNESF et le CPSF, afin de dispenser des formations en faveur des dirigeantes du mouvement sportif dans son ensemble. À cet égard, en 2006,
2006, le CNOSF avait pris l'initiative de créer un institut. Marie-Georges Buffet l'a évoqué en introduction, un institut de formation du mouvement sportif, l'IFOMOS, dissous en décembre 2016, après 10 ans d'activité. Il nous semble urgent et essentiel de le réactiver, c'est le sens de la proposition 33. La mise en place d'un tel institut pourrait notamment permettre de constituer un catalogue de formations adaptées à destination du mouvement sportif et de diffuser gratuitement ces formations en ligne auprès de l'ensemble des acteurs, que ce soit au niveau fédéral ou régional. Ces formations pourraient être assorties d'un label attestant leur suivi qui pourrait ensuite être valorisé. C'est le sens des propositions 33 à 36. Les contenus déployés par le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, COJO, au sein de leur plateforme de formation, l'Académie pourrait, à cet égard, utilement être réutilisés. Voici pour la présentation de nos travaux et nous sommes bien sûr à disposition pour vos questions. Merci de votre attention. Merci à l'un et à l'autre. Première question de Jean-Jacques Clozac, notre rapporteur budgétaire pour les crédits sport. Bien, merci Monsieur le Président et merci pour cette présentation. C'est vrai qu'on peut aujourd'hui formuler un souhait, c'est de voir l'essentiel, pour ne pas dire la quasi-totalité de vos préconisations reprises dans le cadre de la loi cadre sur le sport, parce que c'est vrai que l'essentiel de vos propositions relève en grande partie du bon sens et de beaucoup d'attentes. On a vu qu'à la réaction très forte et immédiate, si je peux dire, de la ministre des Sports actuelle, qu'une grande partie de la problématique tourne autour de qui contrôle qui et qui contrôle quoi. Et c'est vrai que vous avez tout à l'heure apporté une clarification avec, d'un côté, cette autorité administrative indépendante ayant uniquement comme objet la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, et puis d'autre part, tout le reste qui serait en quelque sorte traité par ce comité d'éthique du mouvement sportif, mais restant quand même à l'intérieur du CNOSF, tout en étant suprafédéral, extrafédéral. Bon. Donc, est-ce que vous pouvez effectivement nous apporter encore quelques précisions sur cette sorte de cohabitation, si je peux dire, de coexistence entre ces deux instances? Parce que si c'est un sujet sensible, c'est parce que derrière, il y a notamment toute la question du principe de l'autonomie du mouvement sportif, et je dirais même la définition de la notion de délégation par l'État pour assurer une mission de service public. Deuxièmement, je dirais une question d'actualité, c'est votre proposition numéro 2, puisque vous dites il faut engager à l'occasion des Jeux de Paris 2024 une initiative multilatérale forte afin de mettre en place les outils qui permettront de renforcer au niveau international l'intégrité du sport, y compris la protection des pratiquants et des pratiquantes. Alors, quelle forme, si je peux dire, pourrait prendre cette initiative à l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ? Ensuite, bon, on sait très bien, et il y a eu un débat il y a quelques années là-dessus qui a été quand même assez brutal, si je peux dire, c'est sur les CTS, qui constituent en quelque sorte la colonne vertébrale du modèle sportif français. Et vous rappelez d'ailleurs que ces agents qui sont mis à disposition par l'État coûte beaucoup d'argent à l'État, puisque ça représente une somme supérieure à ce que l'État donne aux fédérations, 120 millions d'euros. Et on a le sentiment, à la lecture de votre rapport, que vous avez découvert des choses assez inattendues, si je peux dire, assez étonnantes. Est-ce que vous pourrez nous... Tout à l'heure, vous avez d'ailleurs donné un exemple avec cette confusion entre être directeur technique et directeur administratif. C'est déjà effectivement une belle confusion. À travers vos auditions, est-ce que vous avez, même si c'est très difficile de se lancer dans une analyse comparative, parce que le sport est tellement pluriel, tellement hétéroclite, que c'est absolument impossible de se lancer vraiment dans des analyses comparatives très objectives, mais est-ce que vous avez quand même trouvé un modèle de fédération qui pourrait servir un peu de référence, si je peux dire, dans le domaine de la démocratie, de la transparence, de l'intégrité, etc., pour en tirer parti dans une sorte de mutualisation des bonnes pratiques et des échanges d'expériences. Et puis je terminerai en élargissant le débat, parce qu'effectivement vous aspirez, et nous aussi, à une loi cadre très ambitieuse, mais il y a donc comme priorité ce problème de l'intégrité. Qu'est-ce que vous voyez comme autre orientation forte aujourd'hui à concrétiser dans le cadre d'un projet de loi? Et puis il y a quand même, je dirais, une absence dans votre analyse, une absence peut-être volontaire, mais qui à mon avis peut venir quand même
j'espère que non, mais profondément perturber le modèle sportif dans les années qui viennent, c'est l'arrivée des ligues fermées. Parce que déjà, on voit d'ores et déjà donc qu'un grand nombre d'événements échappent totalement au mouvement sportif, aux fédérations nationales et internationales. Et il est bien évident que si ce mouvement s'amplifie, fondé uniquement d'ailleurs sur, je dirais, l'appât du gain de fonds d'investissement très souvent alliés à des groupes médiatiques, il est bien évident que les implications seront redoutables au niveau de nos modèles sportifs, y compris en ce qui concerne la relation entre le sport amateur et le sport professionnel. Voilà, je vais vous laisser répondre à cette première série de questions. Oui, merci, monsieur le sénateur. L'autonomie du mouvement sportif. Oui, ce sont des associations. Des fédérations sont des associations. Mais elles ont accepté d'avoir une délégation de la part de l'État pour assumer leur mission. En contrepartie de ces délégations, elles ont des droits, notamment le fait de pouvoir être subventionnées, mais elles ont aussi des devoirs, c'est les clauses du code du sport sur les règlements, les statuts des fédérations, etc. etc. Bon. Donc, autonomie, oui, mais à partir du moment où elles ont une délégation, elles doivent respecter, je dirais, les valeurs de notre République et elles doivent aussi faire preuve d'exemplarité au niveau de la démocratie, au niveau de l'éthique. Donc, autonomie, oui, mais dans le respect des valeurs de notre République qui leur sont conférées à travers ce système de délégation. J'insiste là-dessus parce que on a eu quelques présidents de fédé, pas une majorité loin de là, qui avaient un peu cette idée de dire de quoi vous vous mêlez. Mais ce n'est pas la majorité du mouvement sportif. Je pense qu'au contraire, dans nos auditions, on a plutôt entendu des acteurs et des actrices du mouvement sportif qui disaient « nous avons besoin d'être mieux accompagnés, d'être aidés ». C'est plus ça que nous avons entendu, plus une attente de l'État, plus qu'un rejet, je dirais, de l'État, plus une attente de l'État. Je pense qu'il faut que le mouvement sportif s'empare de ces questions d'éthique. Donc il ne faut pas complètement lui enlever ses responsabilités par rapport à cela. Bon. D'où ce comité d'éthique suprafédéral, parce que je pense qu'on ne peut pas avoir cette chose qui s'appelle le CNOSF sans que cette chose qui s'appelle le CNOSF s'occupe de l'éthique dans le mouvement sportif. Donc il faut que le CNOSF s'empare de cette question et qu'on lui donne les outils pour le faire. Mais je précise bien que sa composition doit être majoritairement faite de personnes extérieures au mouvement sportif. Par contre, au niveau des problèmes d'atteinte sexistes et sexuelles, il faut bien comprendre que c'est très difficile pour une victime, qu'il soit, je dis bien, parce qu'on ne l'a pas toujours en tête, que ce soit une jeune fille ou un jeune garçon. Car les deux peuvent être victimes. C'est très difficile lorsque on vous a expliqué pendant des années que vous appartenez à une famille, que votre progression dans votre sport dépend de l'encadrement, des entraîneurs, de votre entraîneur. C'est très difficile de se tourner contre sa famille. Ce qu'a très bien dit la Commission, par exemple, sur les questions de l'inceste, etc. Et donc, il faut donner à ces victimes une possibilité de se tourner vers quelque chose qui était extérieur à cette famille. Et que cette agence ait les moyens de sanctionner sans qu'il y ait des rapports, mais on le connaît depuis 20 ans, mais il a toujours fait comme ça. Vous savez, il y a un président de fédération qui nous a expliqué que sa fédération avait une culture issue à un moment d'une fédération qui était liée à l'armée, etc., que les entraîneurs se passaient de génération en génération, et puis que parfois il y avait des laissés-aller. Eh bien, il faut faire comprendre au mouvement sportif que ce ne sont pas des laissés-aller, que ce sont des délits, voire des crimes. Il faut dire les mots. Et je pense que nous avons besoin sur cette question d'une agence extérieure. Et l'agence de lutte contre le dopage a montré que ça pouvait être très efficace. Mais ça me fait venir aux questions internationales, avant de venir sur les autres questions. On a quand même un fonctionnement avec le CIO et les fédérations internationales, où vous avez un monde au-dessus, qui édite ses propres règles,
qui bouge d'ailleurs, par exemple, il y a des progressions, par exemple sur la place des femmes, sur des choses comme ça, il bouge, bon. Qui impose aux États une sorte de constitution supranationale à travers la charte olympique, pour les États qui sollicitent la tenue d'un événement sportif, mais ces fédérations internationales et ce comité international, à part le tribunal du sport, peu de moyens de contrôle sur le bien fondé de leurs décisions, sur le etc., etc. Donc, comme nous avons été capables, grâce à l'initiative de la France, puis ensuite de l'Union européenne, de créer l'Agence mondiale antidopage, est-ce qu'il ne faut pas réfléchir à une initiative que pourrait prendre la France avec des pays de l'Union européenne, en lien avec l'UNESCO, pour mettre en place une agence visant, par exemple, à l'attribution des grands événements sportifs, où pourraient être établis des critères démocratiques, sociaux, mixité, par exemple. Est-ce qu'on peut donner un grand événement sportif à un pays qui interdit la pratique sportive aux femmes, par exemple, qui permettrait qu'il n'y ait pas ce chantage d'instrumentalisation politique ou géopolitique par rapport à l'attribution des grands événements sportifs. Est-ce qu'il ne faut pas une agence qui soit en charge un peu de l'intégrité de l'attribution des grands événements sportifs? Ça permettrait quand même de bouger. Et ça permettrait de traiter les questions comme la ligue privée. Parce que comment voulez-vous qu'un État soit en capacité seul d'empêcher la mise en place d'une ligue privée au plan international? Si déjà il n'y a pas une prise en cause, ne serait-ce qu'au niveau de l'Union européenne, de ces questions, l'Union européenne peut le faire depuis le traité de Nice. Je rappelle qu'au traité de Nice, le sport a été ajouté parmi ses compétences. Bon, il faut une réponse internationale par rapport à ça. Ça ne peut pas être une réponse que franco-française. La France peut prendre l'initiative, mais il faut une réponse internationale sur une question telle que celle de la ligue fermée. On avait essayé à une époque, mais monsieur le ministre pourrait me confirmer, d'essayer de jouer sur le financement des clubs. On avait inventé le statut, la SA à vocation sportive, la société anonyme à vocation sportive pour le mouvement sportif et tout. Bon, on a bien vu vite les limites, parce que quand on voit les fonds privés qui arrivent des États-Unis ou d'autres, etc., bon, la loi française a quand même ses limites s'il n'y a pas une action internationale. J'en reviens sur la loi cadre. Pour moi, la première question que doit aborder cette loi cadre, c'est la question de la démocratie. Nous avons besoin, enfin, je vais le dire de façon peut-être plus personnelle, j'ai beaucoup de respect pour les acteurs et les actrices du mouvement sportif. J'ai un profond respect pour ces présidents qui, depuis 30 ans, 40 ans, sont bénévoles au service de leur pratique. Vraiment, j'ai un profond respect pour eux. Mais il nous faut du renouvellement. Parce que c'est normal, c'est nos générations, c'est ma génération. On ne saisit pas de la même façon les exigences sociales, sociétales d'aujourd'hui. Voilà, on a vécu pendant des années dans l'entre-soi, entre les mêmes. Bon, on a besoin d'un renouvellement. Et le renouvellement, on l'aura par l'attractivité du bénévolat, mais aussi par un fonctionnement plus démocratique des fédérations. Quand vous voyez le taux de présidents battus à des élections, il y a ceux qui se retirent, parce que quand même, bon, au bout d'un moment, ils se retirent. Mais c'est à peine 10% de présidents qui sont battus au moment d'une élection. Parce que voilà, il n'y a pas ce jeu démocratique, ce jeu du renouvellement. Donc, je pense qu'au cœur de la loi, il faut poser cette question. Sur les fédérations, vous l'avez dit, monsieur le sénateur, entre une fédération qui a 100 000 € de budget et puis une autre fédération qui a 260 millions de budget, vous n'êtes pas dans le même monde. Le président de la fédération, qui a 260 millions de budget, nous a expliqué, il a eu cette formule, il nous a expliqué qu'il y avait une seule équipe rentable, c'était l'équipe masculine, et que les autres équipes lui coûtaient. Voilà, il parlait comme en gestionnaire d'une entreprise. Voilà, il y a ce qui est rentable et ce qui n'est pas rentable, et puis l'équipe féminine ou l'équipe sociale n'est pas rentable, donc... Voilà. Bon. Et puis le président ou la présidente de la fédération qui a 100 000 €, voilà, c'est pas tout à fait le même fonctionnement, la même. Bon. Mais on peut quand même, moi j'ai trouvé, faut pas avoir une vision non plus complètement négative. C'est ce que je reproche un peu à la commission parlementaire.
vous avez quand même pas, dans toutes ces fédérations, vous avez eu des choses qui ont bougé. Vous avez eu quand même, voilà, il y a des efforts qui sont faits, alors pas partout, pas de la même façon. Donc il faut aller chercher ce qui est positif et le mettre en valeur. Voilà, il faut pas mettre tout le monde, faut pas jeter tout au panier. C'est pas juste par rapport à ce que sont ces bénévoles. Enfin, voilà, il faut faire attention à ça. CTS. À la limite, à un moment, vous vous rappelez, je ne sais plus quelle était la ministre, il y avait eu l'idée de confier les CTS aux fédérations, de les sortir de la fonction publique. Ben, s'ils ont une mission qui est simplement de faire ce que feront des entraîneurs fédéraux et tout, à la limite, pourquoi en faire des fonctionnaires d'État? Donc, est-ce qu'il ne faut pas redéfinir leur mission? C'est-à-dire pas simplement être des personnes qualifiées au niveau technique, mais être des personnes qui veillent aux valeurs de la République et à l'éthique au sein du mouvement sportif. Voilà, c'est ça leur mission première. Mais il faut peut-être redéfinir ces missions et voilà, et recréer le débat avec ces personnels qui sont la plupart du temps très compétents, etc., pour redéfinir quelles sont l'action qu'ils ont à mener. Et moi, pour ma part, je suis attaché à ce qu'il reste personnel de la fonction publique et qu'il ne soit pas, je dirais, mis en charge des fédérations. Je ne sais pas si j'ai répondu à tout, mais jamais. Stéphane Diagana. Oui, je peux peut-être compléter sur certains points. Sur la consultation et la proposition 2, ce qui est envisagé, ce qui a été envisagé par la ministre, c'est de s'appuyer sur les conférences régionales du sport pour justement s'emparer des propositions, les amender, les enrichir avec les acteurs locaux. Bien sûr, les fédérations seront impliquées, mais il nous semblait important aussi d'avoir cette consultation au niveau régional. Les conférences régionales du sport réunissent notamment l'État, les collectivités territoriales et le mouvement sportif. Et ça nous paraissait être un bon outil de débat pour pouvoir faire remonter quelque chose de consolidé qui prenne en compte les problématiques localement et bien sûr les problématiques fédérales. Donc ça, c'est dans ce cadre-là que ça devrait se faire, normalement, on espère, entre maintenant et la fin de l'automne ou le début, en tout cas la fin d'année 2024. Sur la question des fédérations que l'on a entendues, effectivement, il y a une très grande diversité et on ne peut pas dire qu'il y ait une fédération modèle en tout point. Par contre, on peut identifier chez certaines fédérations des choses qui se sont mises en place. Si je prends le rugby va au-delà des obligations de la loi de 2022, en ce sens qu'elle a un vote total des clubs en assemblée générale élective. Et pour autant, donc ça participe à la vie démocratique, mais pour autant, on a vu les dysfonctionnements récents. Et quand on regarde, c'est en fait, ces dysfonctionnements relèvent plus du fonctionnement, de la limite que pouvait avoir justement le comité d'éthique à s'auto-saisir. Et c'est pour ça aussi qu'on a fait cette proposition que les comités d'éthique puissent s'auto-saisir, parce que bien évidemment, si seul le président peut les saisir et qu'il est impliqué dans l'affaire, on comprend bien la limite d'action du comité d'éthique. Donc ça, c'était le deuxième point que je voulais préciser. Et puis, oui, sur l'intégrité et l'approche de l'intégrité, on a bien sûr regardé ce qui se fait à l'étranger. Alors, soit au sein d'un pays, soit au sein d'une fédération internationale qui se dote d'agences de l'intégrité, mais avec une vision très très globale de l'intégrité. Ça nous paraît intéressant pour justement protection des pratiquants et pratiquantes, prévenir tout ce qui est match arrangé, match truqué, paris sportifs illégaux, et donc avoir une autorité globale sur l'ensemble, lutte antidopage aussi. Donc on voit qu'il y a cette approche déjà internationale, et comme le disait Madame Buffet à l'instant, ça mérite d'être développé, ça mérite d'être porté à l'international plus largement que ça l'est encore, pour pouvoir être plus efficace sur ces questions-là, sur la question de l'attribution des compétitions, mais effectivement, mais pas que. Donc voilà
complément que je voulais apporter, mais sinon je partage tout à fait ce qui a été dit par Mme Dufay. Merci. Alors je vais prendre toutes vos questions, en commençant par celle de Michel Savin. Merci, Président. Madame la Ministre, Monsieur Diagana, si je partage certains constats de votre rapport qui viennent d'être évoqués en grande partie déjà par Jean-Jacques Lozach, je pense que plusieurs points évoqués et propositions, bien sûr, méritent peut-être d'être retravaillés ou travaillés par le Parlement. Par contre, je m'interroge sur certaines solutions que vous proposez sur une partie des dispositifs qui sont déjà, vous l'avez aussi précisé, Madame la Ministre, inscrits dans la loi de 2022. 3 exemples. Vous proposez de limiter le nombre de mandats des présidents de fédération. Nous avons voté la limitation à 3 mandats pour les présidents de fédération de ligues professionnelles dans cette loi. Vous proposez de clarifier le régime d'indemnisation des dirigeants de fédération. Nous avons aussi voté l'obligation pour les fédérations de se prononcer sur le principe, le montant des indemnités allouées, bien sûr, à leurs présidents. Et puis, bien sûr, vous évoquez le principe de la parité. Nous avons voté aussi dans ce texte de loi en imposant la parité progressive intégrale dans les instances dirigeantes à compter du 1er janvier 2024 pour les instances nationales et au 1er janvier 2028 au niveau régional. Nous avons aussi voté, je rappelle quand même que la parité est aussi effective au sein du bureau du comité olympique et sportif, c'est dans l'article L141-1 du Code du sport. Alors la première des questions sur ces points-là, ne pensez-vous pas qu'il faudrait dans un premier temps plutôt travailler sur le contrôle de cette loi qui a été votée? Est-ce qu'elle est bien appliquée correctement? Est-ce qu'elle porte... quelles sont les difficultés que peuvent rencontrer les fédérations? Est-ce qu'il ne faut pas nous, parlementaires, on ait un rôle plutôt de contrôle avant de repartir à travailler sur un nouveau texte de loi? Deuxième sujet que je voulais évoquer, chers collègues, c'est que dans votre rapport sur 49 pages, vous évoquez à juste titre les discriminations liées au racisme, aux situations de handicap, aux violences sexuelles et autres. Je n'ai pas vu une seule fois la mention du mot laïcité, alors que même vous avez auditionné 170 personnes et structures. Pourtant, à l'occasion de nos travaux parlementaires ou alors même lors des remontées de certaines fédérations sportives, nous constatons régulièrement des atteintes à la laïcité dans le sport, des tensions dans certaines compétitions qui ont été relevées par des fédérations, le basket, le football et autres, avec des dérives communautaristes qui menacent les principes même républicains. Ce sujet crée des tensions pour les élus locaux qui se retrouvent désarmés avec une loi inadaptée, car le gouvernement n'a pas voulu suivre notre proposition sur ce point-là. Il nous semble important pourtant de mettre nos enceintes sportives et nos sportifs et sportives, bien sûr, à l'abri de toute propagande religieuse dans le respect strict de nos principes républicains dans le sport. Pour la troisième partie de votre rapport, vous abordez donc le renforcement des moyens d'action en faveur d'une plus grande protection des pratiquantes et des pratiquants. Ce volet aurait-il l'occasion de parler des atteintes à la laïcité? Vous proposez donc que chaque fédération établisse des plans nationaux d'éducation, de lutte contre les discriminations, contre le racisme, contre les violences sexuelles, face aussi aux situations de handicap, l'éthique étant bien sûr une prérogative du comité olympique et sportif et des fédérations. Madame la ministre, Monsieur Diagana, pourquoi pourriez-vous nous expliquer pourquoi vous n'avez pas abordé ce sujet de la laïcité dans votre rapport? Claude Kern, en moins de 3 minutes. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur Diagana. Merci pour votre présentation et merci pour vos travaux et vos propositions que nous partageons en grande partie, comme cela a été dit, mais c'est vrai que certaines propositions, je dirais, on les retrouve dans les différents projets de loi, ou les lois maintenant que nous avons votées ici au Parlement. Alors vous dites justement qu'il n'y a pas de volonté politique nationale en matière de sport et d'application des lois parce que les fédérations manquent de moyens pour appliquer ces lois. Donc est-ce que vous pouvez être un peu plus précise là-dessus? Et puis face aux problèmes de violence, de discrimination, de sexisme et d'autres, depuis quelques années, certaines fédérations, d'ailleurs sous l'impulsion de personnalités sportives, avaient mis en place des référents intégrité au sein de leur bureau exécutif, également des formations auprès des encadrants traitant de la question de la prévention des violences. Ils ont également créé des guides de bonnes pratiques pour les sportifs de haut niveau afin que les plus jeunes apprennent à mieux gérer
cette fameuse relation entraîneur-entraîné. Avez-vous, lors de vos travaux, pu consulter leur bilan et comment vous êtes-vous inspiré de leur expérience, proposer des améliorations et lesquelles, le cas échéant? J'aurais beaucoup plus à dire là-dessus, mais vu le temps, je passerai à ma dernière question qui concerne le comité d'éthique suprafédéral. Je pense qu'il faudrait créer vraiment une autorité administrative indépendante qui serait chargée de l'éthique du sport pour rejoindre votre recommandation. Et cette création fait d'ailleurs partie de longue date des propositions que nous avons émises, propositions à mettre en œuvre qui, pour l'instant, n'ont pas été suivies parce que, souhaitant que la priorité soit de faire jouer leur rôle aux instances, Madame la Ministre ne semble pas favorable à cette recommandation. Alors concrètement, comment pourrait-on mettre cela en place? David Ross. Merci, Monsieur le Président. D'abord, je voudrais au nom du groupe saluer effectivement Madame la Ministre et co-président Stéphane Diagana pour le travail qui a été organisé et plus généralement pour ce comité national qui est un comité extrêmement équilibré dans sa constitution, équilibré dans les auditions qu'il a menées et puis évidemment équilibré dans la richesse des propositions qui est proposée. Alors il y a 37 propositions qui sont en 3 axes, donc moi déjà j'ai une première remarque. Je pense que ce serait important le moment venu que ce travail soit remis un peu en forme par rapport au grand public. C'est-à-dire que nous on est un peu spécialistes et on discute entre nous de la numéro 2, de la numéro 26, voilà, un peu comme au loto. Je pense que c'est important qu'il y ait un affichage qui soit assez pédagogique et qui puisse être notamment délivré à l'ensemble des licenciés. Et via, pourquoi pas, les collectivités territoriales au moment des forums des associations. Je pense que ce serait intéressant d'éditer un document un peu en ce sens. Le deuxième intervention, c'est concernant ce qu'a évoqué Stéphane Diagana, qui est l'éthique sportive et la performance. Parce que quand on fait du sport, et notamment du haut niveau, et Stéphane Diagana en sait quelque chose, il y a le dépassement de soi, il y a la volonté de performer, de ramener des médailles, et on voit bien la toile de fond qui prédomine pendant cette période pré-olympique. Et donc la vraie question sur les entraînements, moi, que je me pose, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas imaginer un carnet ou un passeport numérique qui en fait intègre tous les entraînements proposés par les entraîneurs, et donc ça rejoint aussi les questions liées à la formation de l'entraîneur et le partage des méthodes d'entraînement et les données personnelles donc du sportif ou de l'adolescent qui puissent être le cas échéant regardées par un médecin pour qu'on puisse avoir un suivi un peu dans la durée de ses performances et de l'évolution et du bien-être du sportif. Et puis le dernier point, c'est donc évidemment tout le monde attend à nouveau une loi cadre. Alors dans le mot loi cadre, il y a le mot cadre, c'est-à-dire qu'il va falloir, même si on respecte la liberté du monde sportif et des fédérations, fixer un certain nombre de choses par rapport au fonctionnement des fédérations. On pourrait poser, comme ça a été fait pour les collectivités, la question de la péréquation par rapport au coût des licences, de manière à pouvoir faire profiter à certains sports naissants ou qui sont à la mode, qui n'ont pas de moyens, de pouvoir bénéficier de moyens suffisants pour mener à bien les travaux que vous évoquez. Et puis pour terminer avec quelque chose qui rappellera des bons souvenirs à Stéphane Diagana, on voit que pour franchir la ligne de l'éthique, il reste encore un certain nombre de haies à dépasser. Et donc en attendant cette loi cadre, moi je souhaiterais que ce comité national puisse rester en piste au-delà de l'Olympiade de 2024 et puisse enjamber jusqu'à la prochaine Olympiade. Merci. Bernard Fieler. Merci Madame la Ministre, et je salue Stéphane Diagana, que je réinvite encore d'ailleurs au Marathon du Beaujolais, qui sera le bienvenu, comme Stéphane Pied-Noir, s'il peut le battre. Bon, plus sérieusement, moi vraiment je salue toutes les recommandations que vous faites sur la démocratie à introduire et les règles à respecter dans le monde du sport. Je voudrais venir moi sur l'éthique. Savoir si on considère d'abord l'éthique, c'est une matière qui est mouvante, hein, et d'ailleurs Paul Ricoeur disait qu'on devrait toujours dire démarche éthique pour intégrer cette dimension un petit peu évolutive, et je trouve qu'il faut effectivement un organisme supra-fédéral, parce qu'il ne peut pas y avoir une éthique particulière à chaque sport. Autant elle doit évoluer, autant elle ne peut pas être à géométrie variable en fonction des sports. Est-ce que vous introduisez dans la maltraitance faite aux jeunes sportifs le fait de ne pas veiller à ce qu'ils fassent des études suffisantes
les conditions d'études qu'ils peuvent faire et savoir le suivi, parce que sinon, lorsqu'on les abandonne un jour, je pense qu'on les met dans des grandes difficultés. Et ça va plus loin, c'est comment on peut s'assurer aussi, on sait que des jeunes sont obligés d'arrêter par blessure, d'autres par manque de performance. Comment se fait l'accompagnement de ceux qui restent un peu au bord du chemin dans ce parcours, parce que souvent ils se retrouvent dans un abîme qui s'effondre, et est-ce qu'il ne faudrait pas justement mettre des règles pour imposer aux fédérations qui ont utilisé finalement ces jeunes sportifs prometteurs, lorsqu'ils sont abandonnés, de les accompagner pendant un temps suffisant pour ne pas les abandonner? Le président Caner. Oui, Madame la Ministre, Monsieur le coprésident Diagana, merci pour vos exposés respectifs. Quelques questions en style télégraphique. En m'excusant, Madame la Ministre, si je ne peux pas vous entendre, mais il y a l'hommage à Badinter qui risque de nous faire partir avant, mais j'ai des collègues qui me feront passer vos réponses. Tout d'abord sur l'autorité administrative indépendante. Elle est préconisée dans un rapport dont vous avez dû prendre connaissance, le rapport Bellamy-Sebaï, qui est une proposition limitée à ce stade essentiellement aux questions de violence et de pression sexuelle. Nous serions favorables à sa création et à son développement sur l'ensemble des sujets du sport. Est-ce que cela rendrait incompatible la création d'une infrastructure supra-fédération que vous évoquez, ou est-ce que c'est la solution politique la plus intéressante, sachant qu'il y a un projet de loi organique qu'il faudrait imaginer pour pouvoir la créer. Deuxièmement, sur les dérives religieuses qui ont été évoquées par Michel Savin, des moyens avaient été imaginés dans un autre quinquennat, des moyens spécifiques. Avez-vous connaissance sur l'existence encore de ces moyens? Je crois qu'ils ont disparu malheureusement. Il y avait une brigade d'inspecteurs jeunesse et sport qui avait été imaginée, spécialisée sur ces questions pour justement prévenir ces dérives. Troisièmement, en termes de moyens, vous l'avez évoqué dans votre exposé, Madame la Ministre, les moyens actuels du ministère du Sport sont minables, 0,18% du budget de l'État. Et je pèse mes mots. Alors que nous sommes en année olympique. Ils ont augmenté de manière faciale pour justement les JO, mais on sait quelle est la trajectoire qui est prévue dans l'avenir en la matière. Donc, est-ce que votre rapport, qui peut-être n'est que partiel en la matière, préconise la création de nouvelles recettes pour le sport, et vous me voyez venir, nous défendons pour ce qui nous concerne, c'est assez partagé même à des niveaux différents, l'idée d'un déploiement nouveau de la taxe Buffet, permettant au ministère des Sports de disposer des moyens, y compris de création de postes, pour pouvoir assumer les missions qui sont sous-entendues dans votre rapport. Jérémy Bacchi. Merci, Monsieur le Président. Je serai relativement bref puisque beaucoup de questions ont été posées. Je voudrais à mon tour saluer le travail réalisé à l'occasion de ce rapport, saluer également l'engagement des professionnels, mais surtout, et vous l'avez dit, Madame la Ministre, de l'ensemble des bénévoles qui font vivre le sport et qui continuent de conférer au sport un caractère émancipateur dont nous avons toutes et tous tant besoin. Plusieurs questions. La première, vous y aviez en partie répondu, mais je voudrais revenir au sujet de la création d'une autorité administrative sur le sujet des violences sexistes et sexuelles. Le ministère craint, je cite, un démembrement de l'État par la création d'une nouvelle structure qui mettrait finalement du temps à monter en puissance. J'entends la nécessité de sortir aussi, et je crois que M. Diagana en a également dit un mot, mais pouvez-vous nous expliquer en quoi, selon vous, une telle création faciliterait peut-être bien plus que ce que ne veut le croire le ministère, le traitement justement des violences sexistes et sexuelles? La deuxième question, je voulais savoir pourquoi confier les comités de déontologie de l'éducation, de la jeunesse et des sports à la mission de recueillir les signalements anticorruption, alors qu'il existe déjà une agence française anticorruption. Donc je voulais savoir, et je ne reviendrai pas, j'avais une troisième question, mais vous avez en partie répondu, et mes collègues l'ont également posé sur les comités éthiques, donc je ne serai pas plus long. Merci, Monsieur le Président. Mathilde Olivier.
Merci. De même, beaucoup de questions ont déjà été posées, mais d'abord, vous remercier, Madame la Ministre et Monsieur le Co-président Diagana, de votre présence et de ce rapport si précieux. Vous avez dressé de nombreux constats sur l'entre-soi, sur la forte omerta dans le milieu du sport, sur la faible représentation des femmes, sur la réflexion autour des facteurs de risque spécifiques dans le sport, et notamment du sport de haut niveau, lié à la performance et à l'intégrité physique et morale des sportifs. Vous nous avez parlé de la nouvelle loi cadre du sport, sans doute en 2024. Il devrait aussi avoir une grande consultation des principaux acteurs du sport qui est aussi appelée de vos voeux. Alors mes interrogations, elles sont liées à ça. Sur la consultation d'abord début 2024, est-ce que vous avez eu des retours sur cette initiative et quel rôle vous comptez jouer dans l'optique de cette consultation? Madame la Ministre s'est dit à l'aise avec à peu près 70%, je crois, des propositions de votre rapport. Est-ce que vous avez eu des retours précis sur les propositions qui divisent et plus globalement, quel retour vous avez eu aussi par les acteurs sportifs et les fédérations sur votre rapport? Concernant l'agence d'autorité indépendante sur les VSS, plusieurs personnes en ont déjà parlé. Quelles ont été les raisons pour ne pas proposer d'élargir ses compétences aux autres formes de violence et notamment à la lutte contre le racisme et contre l'homophobie? Tant on sait que ce sont des sujets aussi récurrents dans le sport. Et puis vous nous avez parlé du renouvellement avec la nécessité d'un fonctionnement démocratique des fédérations, la désignation et dans la désignation des bureaux, sur l'indemnisation aussi qui permettrait l'engagement de plus de bénévoles et notamment des femmes, des nouvelles générations, et que malgré les lois votées en la matière, leur application laisse à désirer. Est-ce que vous notez d'autres barrières à l'engagement, notamment des femmes, notamment des jeunes, dans les fédérations? Merci. Jacques Grosperrin. Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Co-président, moi j'ai plusieurs interrogations. La première, ça serait de dire 37 propositions, c'est intéressant, c'est de bonne température, mais au-delà de tout cela, on peut s'interroger sur le fait que lorsqu'il y a une inflation de propositions, de normes auxquelles les Français sont souvent assujettis, on peut s'interroger. Donc ma première question pourrait être quelle est la recommandation principale que vous pourriez ressortir? Et j'ai beaucoup apprécié, Madame la Ministre, lorsque vous avez parlé que ce n'était pas une enquête parlementaire, que c'était différent et que ça pouvait apporter en tout cas d'autres choses et que le sport en tout cas traversait différents types de problèmes et de difficultés qu'on rencontre dans les autres sphères de la vie publique. Donc c'est quelque chose d'important. Néanmoins, la ministre a déjà borduré en quelque sorte vos propositions lors de la remise de rapport. On le voit. On le voit qu'il y a des choses qui apparaissent. Le deuxième point, c'est est-ce que ce n'est pas, et j'ai vu que vous étiez 12, alors je resterai dans le principe de laïcité fort bien décrit par mon collègue Michel Savin, mais est-ce que vous ne seriez pas les apôtres d'une future loi post-olympique? Parce qu'on se rend compte véritablement qu'il y a besoin à un moment donné d'informations, et il nous semble en tout cas qu'il manquerait peut-être une appropriation par les différents types d'acteurs, en tout cas d'un écosystème sportif qui est bien éclaté, qui a été bien éclaté en tout cas par la création d'une agence nationale. Le deuxième point, c'est quelle colonne vertébrale pour l'organisation d'un sport en France sur un modèle cohérent et lisible pour le citoyen. Moi, je crois qu'à un moment donné, il faut que le citoyen se rende véritablement compte qu'il y a un modèle très cohérent qui garantit l'équité et l'éthique dans la durée. Et enfin, une dernière question. Et je crois que c'est la question majeure, vous l'avez dit d'ailleurs au départ, et nous en sommes très conscients, quels moyens pour que l'État assure véritablement ses fonctions ou sa fonction régalienne. Je crois qu'on aura beau faire un rapport supplémentaire qui est très intéressant, et vraiment on vous félicite, Madame Buffet et Monsieur Diagana, mais je crois qu'à un moment donné, il y a quelque chose derrière qui est sous-tendu par cette déliquescence, en tout cas de la fonction de l'État. Merci. Alexandra Borchio-Fontimp. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président Stéphane Diagana.
qui ai la chance de vivre dans le plus beau département de France, mes chers collègues. Je voudrais d'abord saluer évidemment votre rapport et ses 37 recommandations qui pointent notamment des problèmes auxquels font face nos fédérations sportives. Alors comme mon brillant et courageux collègue de l'Isère, Michel Savin, je voudrais aborder un sujet qui, sauf erreur de ma part, a été peu ou pas évoqué. Vous savez, Monsieur Diagana, probablement encore plus que nous, à quel point les sportifs de haut niveau représentent des modèles de référence pour notre jeunesse. Une jeunesse d'ailleurs qui, à quelques mois des Jeux Olympiques, a besoin plus que jamais de croire au sport et surtout d'y avoir accès. Et à ce titre, permettez-moi cette parenthèse locale, puisque je veux saluer deux clubs de ma commune, l'AS Fontonne et le Cercle des nageurs d'Antibes, qui développent une section pour les enfants autistes. L'acceptation des différences d'autrui doit primer dans une société unie et solidaire et nous devons évidemment compter sur nos athlètes pour diffuser largement ce message. Alors pour en revenir à nos travaux, vous avez accès une partie de ces derniers sur un aspect extrêmement important, la libération de la parole à l'intérieur même des fédérations et ce afin que les actes de violence, de bizutage ou d'harcèlement soient remontés aux plus hautes instances et puissent être punis en conséquence. Mais qu'en est-il de la parole du sportif de haut niveau lorsqu'il se trouve en dehors de sa fédération? Les mots d'un athlète jouissent, vous le savez tous, d'une influence certaine dans le débat public. Ils peuvent influencer une situation donnée pour le meilleur comme pour le pire. Bien que la liberté d'expression soit un droit fondamental, et bien la parole publique est porteuse, vous le savez, de responsabilité. La bonne maîtrise des termes que l'on utilise lorsqu'on s'exprime publiquement est cruciale. Au cours des réflexions sans doute nombreuses que vous avez dû avoir en marge de vos travaux, avez-vous donc envisagé de mettre en place une formation à la prise de parole, à l'éloquence, mais surtout à la sensibilisation aux valeurs de la République pour nos sportifs de haut niveau? C'est bien de savoir s'exprimer, mais c'est mieux d'être porteur d'un message transpartisan, d'attachement aux valeurs constitutives de notre pays. J'aimerais donc connaître bien votre opinion sur cette question et peut-être que vous développiez les pistes que vous avez sans doute pu élaborer sur cette thématique. Et enfin, Jean-Gérard Pommier. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Co-président. Je souhaite aborder un sujet éthique et démocratique qui touche au financement de certaines fédérations sportives. Comme maire d'une ville de 15 000 habitants pendant 15 ans, j'ai constaté lors des assemblées générales des 24 clubs sportifs de ma commune que certaines fédérations augmentaient régulièrement la cotisation annuelle que les clubs affiliés doivent leur verser, et ce le plus souvent en début de saison, au moment où la trésorerie des clubs n'est pas au plus haut. Ces clubs sont dans l'obligation de s'y plier pour avoir leur licence et chaque niveau prélève sa dîme, isolément ou de concert selon les années, le niveau départemental, régional ou national. Pour certains clubs, cette ponction annuelle correspond au montant qui leur est versé par leur commune. Cela revient en réalité à faire supporter indirectement un financement croissant des clubs sportifs locaux aux communes qui de surcroît mettent à titre gracieux le plus souvent leurs équipements sportifs à disposition des clubs. Ne serait-il pas possible d'indiquer ces augmentations au fil de l'eau imposées par certaines fédérations à leurs clubs sportifs en limitant par exemple à l'inflation constatée l'année précédente le montant de l'augmentation de la cotisation de ces fédérations sportives à leurs clubs affiliés? Merci. Voilà, je crois que tous ceux qui souhaitaient intervenir l'ont fait. Je vais vous laisser maintenant répondre à ces questions, sachant que certaines, bien sûr, se recoupent. Bon, je vais essayer de répondre à l'ensemble de vos questions et j'espère que Stéphane Diagana va m'aider et va me compléter ou me corriger si nécessaire. D'abord, je voudrais préciser, parce que je sens qu'il y a le flou par rapport à cela, le comité pour l'éthique et la vie démocratique dans le sport est dissous. À partir du moment où nous avons remis le rapport à Madame la Ministre, ce comité n'avait plus d'existence. Je le dis parce que je reçois encore des demandes de la part d'athlètes ou de fédérations pour... je suis saisie de dossiers que je transmets bien évidemment au ministère, mais voilà, je voulais quand même que ça soit acté. Sur ce que vous avez dit, M. Savin, bien évidemment, nous avons travaillé à partir des lois qui ont été votées. Et nous avons auditionné les représentants des groupes parlementaires du Sénat et de l'Assemblée nationale. Parce que nous avons pensé en effet que vous aviez voilà, votre point de vue, vos idées, votre rapport spécifique. On prend les comités d'éthique, ce n'est pas nous qui les créons, c'est les lois précédentes qui les ont créés. On constate deux choses,
que l'insuffisance de précision sur leur composition, leur pouvoir, les questions de transparence et tout, n'était pas suffisamment clair, et donc on voit comment ça s'est mis en place de façon plus ou moins efficace, on va dire, dans un certain nombre de fédérations. Donc on a pris cette piste et on l'a travaillée pour essayer de la rendre plus efficace. Voilà. Et c'est vrai pour différentes propositions. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la consultation. Parce que je pense qu'à travers la consultation des acteurs et des actrices du mouvement sportif, et également des élus locaux, nous allons peut-être corriger, améliorer ces propositions, les rendre plus, comment je dirais, plus effectives par rapport à la vie des fédérations et au caractère bénévole associatif du mouvement sportif. Je crains, parce qu'en ce moment je fais beaucoup de débats un peu partout en France, pour l'instant les acteurs et les actrices du mouvement sportif ne sont pas saisis de cette consultation. Et il ne faudrait pas que ça reste au niveau des commissions régionales. Que les commissions régionales sont en charge de l'organisation de la consultation, mais que la consultation associe l'ensemble des bénévoles locaux et des élus locaux. Et ça permettra de retravailler ces propositions et de les rendre, voilà, palpables pour le mouvement sportif. Et de déboucher sur une loi cadre qui traite de l'ensemble des questions liées au mouvement sportif. J'y reviendrai par rapport à la laïcité. Donc c'est vraiment cette démarche-là que nous voulons avoir. Et puis se posent les moyens, et vous l'avez dit, de comment le mouvement sportif est accompagné par un ministère de plein exercice, avec les moyens humains et financiers nécessaires. Vous savez, je pensais ces jours derniers aux fonctionnaires de ce ministère. Il faut imaginer quand même ce qu'ils viennent de vivre dans les semaines précédentes. Et on a parfois l'impression que le ministère des Sports, c'est la dernière roue de la charrette. Et j'ai pu assister à une réunion, dans nos auditions, nous avons auditionné par exemple la Dragesse à Lille, et j'avais parfois l'impression que les représentants jeunesse et sport, ils étaient au bout de la table, vous voyez, ils étaient au bout de la table, tout au bout. Voilà. Comment on redonne à ce ministère son rôle, son autorité, sa crédibilité politique, c'est un vrai enjeu pour réussir. Après, il faut le budget. Moi, j'ai un rêve que je porte dans les débats auxquels je participe, qui est de dire la prochaine Olympiade, 2024-2028, on nous parle de l'héritage des Jeux, allons-y, 2024-2028, 2028, 1% du budget de l'État pour le sport. Comment on mobilise les acteurs et les actrices du mouvement sportif, les élus, les citoyens et les citoyennes, comme nous l'avons fait à une autre époque pour les 1% pour la culture, comment on mobilise l'opinion sur les 1% pour le budget des sports. Je pense qu'il faut redonner au sport sa place dans le débat politique et sa place dans les politiques publiques de l'État. Je pense que c'est une exigence de notre époque. Nous avons eu les JOP, bravo, et moi j'attends beaucoup de ce magnifique événement. Encore faut-il ne pas tourner la page quand la flamme va être éteinte. Si on veut un héritage, il faut au moins s'en saisir et il faut au moins se donner des ambitions budgétaires et politiques par rapport à la question du sport. Sur les moyens, vous avez abordé le problème pourquoi les lois ne s'appliquent pas. Bien sûr, vous avez les grandes fédés avec 200 salariés, 300 salariés, des directeurs ou directrices des ressources humaines, etc. Puis vous avez une masse de fédérations où ce n'est pas du tout la réalité. Or, les normes pour gérer ces fédérations sont de plus en plus complexes. Donc, nous avons besoin que nos bénévoles gagnent en compétences. Il faut donc qu'ils aient accès à la formation. Encore faut-il, par exemple, si on veut que des bénévoles soient aussi des salariés, qu'ils aient des décharges horaires pour pouvoir suivre les formations en tant que bénévoles. Mais il faut aussi que nous développions l'emploi qualifié dans le mouvement sportif, avec une aide publique. Il faut qu'il y ait, oui, des salariés formés, compétents dans des petites fédérations
pour que la loi puisse se mettre en place. On ne peut pas demander à des hommes et des femmes qui parfois ont une activité professionnelle, parfois sont des retraités, ont eu leur parcours professionnel et tout, d'être en capacité de tout régler, etc. Donc il faut les aider pour qu'ils puissent s'appuyer sur des emplois compétents, des emplois salariés à l'intérieur des fédérations. Bien sûr, ça demande qu'on relève le budget du ministère des Sports pour qu'il puisse relever les subventions publiques à cet égard. Bon. Stéphane Diagana va en reparler, mais sur la maltraitance, ce que j'appelle la maltraitance ordinaire, c'est-à-dire la mauvaise gestion de la recherche du résultat, de la performance, par rapport au respect de l'intégrité physique et psychique de l'individu. Vous savez, quand on a auditionné les jeunes athlètes de l'INSEP, il y a un jeune homme qui a tout dit en une phrase. D'ailleurs, il a dit cela. Il a dit « J'aimerais que de temps en temps, on ne me considère pas comme un sportif, mais aussi comme un individu. » Voilà, c'est tout dit, il a tout dit. C'est-à-dire comment le jeune athlète, on lui assure une scolarité, comment ensuite l'athlète de haut niveau, on lui assure un double projet, sa carrière sportive, mais la préparation de sa carrière professionnelle. Comment, excusez-moi cette parenthèse, ça n'a pas encore été évoqué, comment aussi on attire l'attention des parents des jeunes athlètes sur le fait qu'ils ne peuvent pas à tout prix vivre leurs rêves à travers leurs enfants. Parce que nous avons eu quelques exemples donnés où des entraîneurs en accord avec les parents modifiaient des agendas, modifiaient des départs en week-end pourtant obligatoires dans la famille, modifiaient... Parce que, tout le monde voulait que l'enfant devienne le champion, la championne, etc. Donc, on a vraiment besoin de travailler sur cette idée, avant tout des individus, et préparer, à travers le double projet, l'avenir de ces hommes et ces femmes. Parce que si on ne prépare pas, on ne travaille pas avec eux leur avenir, bien évidemment, toutes les tentations d'obtenir le résultat de manière non respectueuse de l'individu vont apparaître justifiées. Voilà. Il faut que je poursuive ma carrière à tout prix parce que je n'ai pas d'autre voie, je n'ai pas d'autre échappatoire. Donc, si on veut que les athlètes soient en capacité de résister à toute atteinte à l'éthique, il faut leur donner les moyens d'avoir devant eux un potentiel pour développer leur vie familiale et leur vie professionnelle. Une parenthèse, on n'en a pas parlé, d'où l'importance du parasport. J'ai eu l'occasion à Montpellier la semaine dernière d'être à côté dans un débat de plusieurs champions, notamment un champion du monde d'escrime parasport, qui nous a expliqué comment la pratique du parasport lui a permis à la fois de dépasser son handicap dans sa vie professionnelle, mais a-t-il ajouté, ça m'a permis aussi d'avoir de mes enfants un autre regard. C'est-à-dire une réussite aussi au niveau de sa vie personnelle, de sa vie intime, etc. Donc, si on pouvait avoir une belle visibilité des Jeux parasport au mois de septembre, pour encourager justement cette pratique, c'est vraiment un atout pour que ces personnes touchées par le handicap puissent construire de très bonne façon leur vie. Sur agence et haute autorité, on a eu vraiment, Stéphane ne le contredira pas, on a eu un débat quasi permanent pendant 6 mois sur fallait-il aller vers une agence globale prenant en compte tout le combat éthique dans le mouvement sportif, ou fallait-il responsabiliser quand même le mouvement sportif à travers ce comité d'éthique suprafédéral et une agence indépendante. Bon, on avait des idées diverses, des opinions diverses dans le comité d'éthique. On a trouvé cet équilibre qui responsabilise le comité olympique et sportif français et les fédérations, tout en permettant quand même aux victimes d'avoir une agence indépendante qui agit, qui reçoit, qui agit, etc. Bon. Moi, je ne suis pas fermé à l'idée que peut-être, comme ça existe dans d'autres pays, il faut une agence qui prenne globalement ce problème éthique, mais il faudra voir quand même comment on continue à sensibiliser le mouvement sportif sur ces questions. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas qu'il se décharge complètement. Voilà. C'est un débat qu'il faut avoir, qu'il faut poursuivre pour trouver une réponse la plus équilibrée, qu'il soit.
Sur la laïcité, c'est vrai que le comité d'éthique n'a pas été saisi sur cette question. Donc je vais vous donner mon opinion. Opinion que je porte dans l'ensemble des débats auxquels j'ai l'occasion de participer avec le mouvement sportif en ce moment. Et je partage le point de vue exprimé par Madame la Ministre il y a de cela quelques temps, quelques mois. Nous devons mener ce combat pour le respect de la laïcité dans la pratique sportive. On me parle souvent, pour contrer, on me dit souvent, mais ça va empêcher des femmes de pratiquer. C'est le raisonnement qu'on nous a tenu aussi à l'époque par rapport au respect de la laïcité dans l'enseignement, dans l'éducation nationale. Et on a vu qu'en fait, la laïcité s'appliquait et que, voilà, que les jeunes filles, et pour certaines jeunes filles, c'est même un espace de liberté de pouvoir être dans le lycée comme elles souhaitent être. Donc je pense qu'il faut tenir sur cette question de la laïcité. Et souvent, quand je discute de ce sujet, je prends l'exemple de nos sœurs afghanes. On leur a d'abord expliqué qu'il fallait cacher leur corps pour pratiquer, puis on leur a ensuite expliqué qu'il fallait pratiquer sans regard extérieur, puis ensuite on leur a expliqué qu'il ne fallait plus pratiquer. Voilà. Et je regrette vraiment l'attitude du président de la FIFA lors de la Coupe du Monde féminine de foot, où une seule compétitrice, une seule, avait estimé devoir participer à la compétition avec une tenue marquée par un fait religieux. Bien, le président de la FIFA a été la féliciter devant les caméras au nom de la liberté des femmes. Je l'aurai en face de moi, je lui dirai ce que je pense de cette démarche. Je pense qu'il faut être ferme là-dessus, que les filles et les femmes ont besoin de pouvoir pratiquer le sport en toute liberté, en pleine liberté, et que, une fois pour toutes, le corps d'une femme n'est pas à cacher. Voilà. Après, que des gymnastes, à juste titre, estiment que le costume sportif exigé en gymnastique pourrait être modifié. Elles ont raison. Si elles estiment que parfois elles sont trop dénudées, bon, mais ça c'est leur droit en tant que femme, voilà. Mais affirmons ce droit à la pleine liberté des femmes, voilà, de se servir de leur corps dans l'espace public et de montrer leur corps dans l'espace public. Ça doit être, je pense, notre base de réflexion. Et je mènerai ce combat, même si parfois c'est pas toujours simple, mais il faut le mener et il faut tenir par rapport à cela. Ça me fait venir, et Stéphane va sûrement me compléter, mais ça me fait venir, madame, aussi à votre interrogation. Nous avons encore, au niveau de l'accès des filles et des femmes à la pratique sportive, nous avons encore le poids des mentalités, voilà, et de la domination patriarcale. Vous avez encore, hélas, des parents qui considèrent que le garçon, bien sûr, il faut qu'il fasse du sport, c'est une évidence, mais que la fille, bon, bah, c'est pas grave. Vous avez encore cette idée. Moi, il y a encore un élève de terminale dans un lycée dans lequel je faisais un débat qui m'a expliqué pourquoi il y avait des sports féminins et des sports masculins. Parce qu'il fallait quand même que le corps de la femme, il reste le corps de la femme avec un certain... Voilà. Bon. Vous avez encore le problème que les sports féminins sont 16 fois moins visibles dans les médias que les sports masculins. Par exemple, le fait que France Télévisions ait très bien retransmis le tournoi des 6 nations féminins de rugby. Fait, moi je l'ai vu dans mon département, qu'il y a eu un afflux de fillettes pour essayer de faire du rugby dans les clubs. Les clubs qui parfois étaient un peu... Bon. Bon. Donc, la question de la visibilité. Et puis la question aussi de prendre en compte des problèmes qui sont des problèmes réels pour les filles. Pourquoi les filles quittent encore plus massivement que les garçons les clubs à la puberté? Parce que c'est pas... Voilà, il y a les règles. Ah oui, il y a les règles. Parfois, il n'y a pas les vestiaires. Parfois, il n'y a pas ceci. Parfois, la tenue sportive,
c'est pas pratique quand on a des règles, etc. Bon, vous voyez, il faut qu'on apprenne à traiter de ces sujets, tout simplement. C'est pas des sujets tabous. Et ça, voilà, ça demande aussi de former nos encadrants et tout à ces questions. Voilà, pour que les filles se sentent à l'aise lorsqu'elles ont leurs règles et qu'elles sont dans une période d'entraînement. Il faut oser aborder ces questions comme maintenant c'est abordé dans les lycées avec la distribution des serviettes périodiques où on a progressé quand même dans l'éducation nationale par rapport à cela. Et puis après, vous avez le problème que vous avez de plus en plus de femmes qui travaillent, qui prennent des responsabilités dans les entreprises, dans la fonction publique, partout. Mais le partage des tâches domestiques ne s'est pas fait à la même vitesse. Et donc, elles ont déjà 2 journées dans une. S'il faut s'engager bénévolement, ça demande un effort beaucoup plus important. Donc c'est pour ça que je parlais de décharge horaire et tout. C'est des choses qu'il faut examiner pour aider les femmes à prendre des responsabilités bénévoles dans le mouvement sportif. Peut-être, Stéphane, si tu peux me compléter les réponses. Bien sûr, bien sûr. Alors, il y avait des questions sur le suivi des sportifs et la protection des sportifs dans le cadre d'un parcours de performance, sur la façon dont on l'envisageait. Donc moi, très très clairement, quand je parle de la santé des sportifs, je pense à la santé au sens où l'a définit l'OMS depuis 1946, disant que ce n'est pas une absence de maladie ou d'infirmité, mais c'est un état de bien-être complet, social, physique, mental et social. Donc la dimension de la santé pour le sportif, elle doit être regardée sous ces 3 plans. Aujourd'hui, il y a des obligations de suivi sur le plan de la santé physique qui peuvent être discutées, mais elles existent. Il y a des obligations de suivi. En dehors du suivi de la lutte antidopage, il y a des obligations de suivi sur le plan de la santé physique. Sur la santé mentale, c'est très récent qu'on l'évoque dans le sport, mais on peut tout à fait, c'est dans le sens de l'une de nos propositions, de dire que ce suivi doit prendre en compte le bien-être mental avec des questionnaires comme ça se fait dans d'autres univers pour veiller à cette santé mentale. Je compare souvent l'univers de la recherche de la performance sportive à celui de la performance d'entreprise. Dans l'entreprise, ça peut être la quête de la performance une source d'épanouissement ou au contraire une source de mal-être, de maladies, de graves psychosociaux, de risques psychosociaux, on le sait, de troubles musculo-squelettiques, ça c'est pour la partie physique, mais sur le plan psychique, on sait que ça existe. Et en fait, dans le sport, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas ces mêmes problèmes-là, et il y a un retard sur la prise en charge. On n'a pas une RSS, voilà, une responsabilité sociale et sportive, comme on a une RSE qui s'est développée dans les entreprises. Et je crois que c'est vraiment un sujet à mettre sur la table pour avoir une vision globale. Donc oui, très très clairement, l'idée, c'est d'avoir un meilleur suivi de ces questions. Aujourd'hui, des athlètes qui sont inscrits sur des listes ministérielles, on a très peu de données. Donc là aussi, avoir une base de données pour savoir ce que deviennent des athlètes qui sortent des listes à 3 ans, à 5 ans. Aujourd'hui, on n'est pas capable d'avoir une vision claire de leur insertion sociale, de leur état psychologique. Or, quand on en discute avec certains sportifs, on sait que ça peut être très très compliqué pour en parler avec certains sportifs sur le plan social et les sportifs sur le plan psychologique, et parfois social. Et les sportifs se retrouvent souvent démunis face à ça. Donc, il n'y a pas de structure adaptée pour prendre en compte ces enjeux. Et on pourrait tout à fait imaginer alors soit des outils avec des obligations internes, soit un outil externe d'évaluation de la performance sur ce plan-là, comme sur d'autres, mais sur ce plan-là, des fédérations, avec une sorte d'outil d'évaluation sur des questionnaires qui sont administrés régulièrement de manière anonyme à des sportifs sortis des listes pour avoir une idée. Bien sûr, la situation d'une fédération est très différente. Le recrutement ne se fait pas dans les mêmes catégories socio-professionnelles d'un sport à l'autre, et donc les parcours ne sont pas à comparer de manière, je dirais, brute par les chiffres, mais avec beaucoup de discernement par rapport à ces réalités qui sont très différentes. Mais en tout cas, c'est un enjeu qui me paraît très très important. C'est un enjeu aussi pour rassurer les parents, et c'est un enjeu d'attractivité dans les pratiques sportives. Dire voilà, si votre enfant se dirige vers un projet de performance,
voilà comment nous allons l'accompagner, voilà comment nous allons l'accompagner dans son double cursus, sport-études, ou dans son triple projet sport, études et vie personnelle. Voilà ce que nous allons mettre en œuvre. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît important de stimuler dans les fédérations, parce que pour être président de club moi-même, je vois bien qu'il y a des interrogations de parents sur les risques sociaux liés à un engagement fort dans le sport, et c'est aussi une des explications du taux d'abandon important, filles et garçons cette fois-ci, au moment où on entre dans le lycée. On sait très bien qu'on a un très très fort taux de pénétration de la pratique sportive en France, en tout cas dans le sportif associatif, parce que ça c'est bien documenté par l'INJEP notamment, et ça va jusqu'à 10 ans, ça augmente, hein. On a plus de jeunes garçons qui sont licenciés à 10-11 ans que de garçons de 10-11 ans en France. C'est un peu moins vrai pour les filles, mais parce qu'ils sont parfois doublement licenciés. Et puis après, à partir de 10-11 ans, l'entrée au collège, là, on a une perte de pratiquants. Et malheureusement, cette pratique, elle ne se poursuit pas bien souvent hors de la pratique fédérale. Donc là, il y a un enjeu de santé publique derrière tout ça, mais une fois de plus, il y a un enjeu d'attractivité et de performance au plus haut niveau. Parce que plus on perd des jeunes tôt dans la pratique vers la performance, moins on a de chances d'avoir des médaillés l'été ou l'hiver aux Jeux Olympiques. Donc les deux sont liés, c'est un enjeu de santé publique et un enjeu de performance, et d'ailleurs que j'ai pu évoquer lorsque j'ai commenté les championnats du monde à Budapest, en évoquant le système slovène, et j'ai eu un entretien avec la consul à Paris de Slovénie et l'ambassadrice de Slovénie qui m'a donné beaucoup d'informations sur ce système qui à la fois fait la promotion et avec des évaluations régulières, la promotion de l'activité physique et sportive, et ce faisant permet d'orienter des jeunes qui ont un talent particulier vers des pratiques qui pourraient leur plaire. Donc ça, c'est pour répondre à cette question sur la responsabilité sociétale. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre aussi? La question des licences et du prix des licences, avec la part effectivement comité départemental, bien souvent, ou district, ça dépend comment on l'appelle, région et fédérale. En fait, l'enjeu, une fois de plus, et c'est ce que l'on a bien vu dans le travail qu'on a mené, c'est la vie démocratique. Si c'est un choix accepté de toutes et tous, ça appartient aux fédérations de fixer le niveau de licence, d'expliquer le projet, pourquoi elles prélèvent ces licences, pourquoi elles ont décidé de les augmenter. Pour une fédération que je connais bien, la Fédération française d'athlétisme a augmenté de 6 € la part des licences il y a un an, ça a été voté. Alors, est-ce que ça a été voté là où ça a dû être voté? En tout cas, ça a été expliqué. Et pourquoi, avec ce qui allait être fait avec ces finances supplémentaires en termes d'action territoriale. Mais une fois de plus, pour moi, ça ne doit pas poser de problème si c'est porté suffisamment sur le plan démocratique par l'ensemble des clubs qui, une fois de plus, rappelons-le, une fédération, ce n'est pas une fédération de licenciés, ce n'est pas une fédération de comités départementaux ou de ligues régionales, c'est une fédération de clubs. Donc voilà ce que je voulais apporter sur ce sujet-là. Après, je crois que pour le reste, il y a eu beaucoup de réponses à la prise de parole des sportifs de haut niveau. Oui, j'entends tout à fait sur différents sujets, le caractère, la responsabilité, mais c'est un niveau de responsabilité qui doit se faire, bien sûr, et l'éducation aux valeurs républicaines doit se faire partout, par le milieu sportif. Il y a une charte. Quand on a des subventions, on signe une charte d'engagement républicain. L'article 2 précise, si on est sur la laïcité, l'article 2 du Code de déontologie et d'éthique du sport français, du CNOSF, précise dans l'article 2 que la laïcité est une valeur républicaine. Une fois que l'on a fait ça, comment, je dirais, encadrer la prise de parole, de sportifs effectivement qui ont une très grande audience, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Je pense qu'après c'est la loi. Soit on est en porte-à-faux avec la loi et là on peut être pris, et on a vu sur l'actualité récente que ça a été le cas avec des condamnations qui ont été prononcées. Soit on ne l'est pas et on fait valoir des convictions, et c'est très difficile pour le mouvement sportif de pouvoir censurer quelque chose qui n'enfreint pas la loi. C'est un peu la vision que j'en ai, mais je comprends bien les problèmes que ça pose, parce que ce sont des sportifs qui ont des audiences de plus en plus importantes, mais comme d'autres qui ne sont pas
je dirais, engagés dans une pratique sportive et qui ont cette audience aussi pas toujours très responsable sur la question des valeurs républicaines, sans pour autant que ce soit répréhensible par la loi. Merci à l'un et à l'autre pour cet échange et ces réponses très précises, et puis surtout le fruit de vos travail pendant plusieurs mois avec le comité national pour renforcer l'éthique, puisque cette loi cadre est annoncée. Nous serons bien sûr vigilants à ce qu'elle aille jusqu'au bout, et surtout au contenu sur un sujet qui est complexe à appréhender, complexe à encadrer de par la loi. C'est aussi une des difficultés que nous avons. Mais en tout cas, ce temps d'échange était extrêmement important et instructif pour nous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Je vais demander à mes collègues de rester